direction le RENLAC. Sarado Nakanabo, habitué de façon intégrité. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour à vous. Merci. Merci aussi pour la reprise de notre émission. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci infiniment. Votre émission Faso Intégrité passe samedi de 8h à 10h et dimanche à 20h sur Savane TV et à 22h à la radio Savane FM. C'est donc en rediffusion dimanche. Pour commencer, je vous dis encore merci et bienvenue dans Faso Intégrité, premier numéro de cette année 2024. Sarado Nakanabo, commençons avec vous. Est-ce que ça va bien au RENLAC? Est-ce que les activités se déroulent plutôt bien, de sorte que la corruption recule, comme on le souhaite? Bon, en tout cas, les activités, on essaie tant bien que mal de les faire dérouler. Mais est-ce que la corruption recule? Ça, je ne saurais le dire. Mais on a un rapport qui va sortir bientôt. On va voir que disent les citoyens, mais que disent aussi les institutions. Parce que dans le rapport... Pour la petite expérience, 2015, c'était une transition. Et vous disiez que ça avait imprimé une bonne dynamique dans la lutte anticorruption. On est encore en transition. Oui. Logiquement, on devrait pouvoir s'attendre à peu près la même chose. Bon, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, normalement, oui. Mais non, on n'en sait rien, puisque bon, les citoyens sont tout à fait libres. Dans le sondage, ils disent ce qu'ils pensent et nous, on retransmet. Maintenant, il y a les institutions aussi de lutte contre la corruption dans le rapport qui disent aussi ce qui se passe. Donc, on va équilibrer dans la première et la deuxième partie. On aura les deux avis. Et bien sûr, il y a le RENLAC aussi qui donne son appréciation de la situation. Tant mieux. Le rapport va venir. Tant mieux. On l'attend. Ouais, merci. On l'attend. Merci. Au niveau de la SELC, la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu un prix récemment. Vous faites partie des meilleures institutions de lutte anticorruption de notre univers. C'est plutôt une bonne chose, mais est-ce que les choses marchent vraiment comme vous le souhaitiez? Il faut dire qu'au niveau de l'ASELC, la lutte contre la corruption, en tout cas, il y a un effort qui est fait dans la lutte contre la corruption. Et il y a des résultats que nous avons qui sont encourageants. Cependant, il y a également, quand nous regardons la tendance que nous avons et également ce que nous constatons, il faut dire que la corruption a la peau dure. Et ça fait que vous pouvez avoir des résultats, mais quand vous regardez sur le plan global, vous vous rendez compte que la corruption a la peau dure. Et ce qui fait qu'il faut que vous mettez plus d'efforts, que vous puissiez aller de l'avant pour venir à bout du phénomène. Monsieur Dao, au niveau de l'inspection générale des finances, je sais qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, quand il y avait encore la haute autorité de coordination de la lutte contre la corruption, on entendait beaucoup parler de l'IGF. Mais depuis que la SELC, le RENLAC ont pris d'autres dimensions et ont occupé davantage l'espace, on entend de moins en moins parler de vous. Comment vous existez ou comment vous survivez? Alors, merci beaucoup, M. Rabo. En fait, dire qu'on entend parler de moins en moins de l'IGF, oui, c'est peut-être une impression. Sinon, nous travaillons d'arrache-pied chaque année et nous produisons nos rapports d'activité qui sont d'ailleurs publiés en ligne. Le rapport 2023, qui a énuméré un certain nombre de résultats, ont été publiés en ligne. Je pense que SP peut confirmer. oui. Et même l'évaluation préfa s'étable sur ça. Donc, en matière de contrôle et d'investigation, l'IGF s'investit chaque jour que Dieu fait pour en tout cas assurer notre mission qui est le contrôle et l'audit des structures publiques. Je disais en introduction, nous traitons aujourd'hui de la corruption dans l'administration publique et parapublique, mécanisme de prévention, et efficacité, faiblesse, recommandations. Commençons par les manifestations, tout au moins à titre de rappel. Est-ce que,
avec les pouvoirs militaires qui sont là, il y a davantage de dissuasion, du moins au niveau de l'impression qu'on a par rapport aux manifestations de la corruption. Sarado Nakanabo. Et comme je le disais tout à l'heure, à notre niveau, nous avons quand même des instruments qui nous permettent d'apprécier. Nous recevons des dénonciations. Et je peux vous affirmer que nous recevons toujours beaucoup de dénonciations. Ça veut dire? Nous recevons beaucoup de dénonciations. Plus les gens dénoncent, on se dit que si les gens dénoncent, ça veut dire qu'il y en a. C'est qu'il y a la corruption. Maintenant, les manifestations de la corruption, ce sont les mêmes. C'est ce qu'on voit. Parce que la corruption elle-même est un phénomène caché. Mais quand vous voyez dans une administration qu'il y a des longues files d'attente, il y a des longs délais pour délivrer, ou il n'y a même pas de délai pour délivrer des actes. Bien sûr, ça peut dire que l'administration ne fonctionne pas bien, mais ça peut aussi dire que peut-être qu'il y a des anguilles sous les roches. Il y a aussi des recrutements frauduleux. Et je donnerai l'exemple du vieux dossier de la CNSS que nous traînons en justice. Mais dans l'administration, il y a toujours des plaintes. Même cette année, nous recevons encore des plaintes. Certains se plaignent que le recrutement a été frauduleux. Bien sûr, ce qui est plus frappant dans l'administration, ce sont les raquettes. Nous avons fait dernièrement la restitution d'un rapport d'enquête sur les raquettes routières et les raquettes à la DGTTM. Nous avons rencontré les intéressés, nous avons restitué le rapport. Tout le monde est d'accord que le phénomène est réel. Donc, les manifestations là, bon, je peux dire que les manifestations sont les mêmes. Ce qui peut différer, c'est leur ampleur et peut-être leur façon de se manifester. Parce que si les gens ont peur, ils peuvent faire avec beaucoup plus de discrétion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font plus. C'est ce que je peux dire pour vraiment parler des manifestations de la corruption. Et bien sûr, l'autre manifestation qui n'est pas très visible, c'est la frustration des agents intègres. Parce que quand vous êtes intègre, vous faites bien votre travail, et vous voyez que c'est celui-là qui est un peu bizarre, qui est récompensé, soit par un avancement, soit par une décoration. Par exemple, cette année, nous avons reçu beaucoup de plaintes sur les décorations. Des gens qui trouvent que ce qu'on a fait décorer là, ce n'était pas eux qu'il fallait décorer. Ça, c'est des manifestations de la corruption. Sinon, les paiements, les dessous de table, on ne les voit pas, comme son nom l'indique. Et c'est les plaintes qui nous permettent, c'est comme un thermomètre qui permet de mesurer la température du corps qu'on ne voit pas. Mais comme je le disais, avec une petite patience, notre rapport 2023 va paraître. C'est vrai, Ramdé, est-ce que c'est le même constat que vous faites au niveau des manifestations de la corruption dans l'administration publique et parapublique? Oui, bon, à notre niveau, il faut dire que, comme le RELAC l'a constaté, et effectivement, nous recevons les plaintes et dénonciations. À la SELC aussi? Oui, au niveau de la SELC. Il faut dire qu'avec les RELAC, parfois, ils nous refilent les dossiers pour des contrôles. Alors, comment ça se passe? Oui. Au niveau de la SELC, lorsque nous sommes saisis, nous pouvons être saisis par tout citoyen. Il peut y avoir l'autosaisie. Nous pouvons être saisis également par le gouvernement, le Premier ministre ou la présidence pour mener des audits ou mener des enquêtes. Et nous continuons à recevoir. Et lorsque nous recevons ces plaintes, il y a toute une procédure, une enquête que nous menons pour voir est-ce que la plainte est fondée. Lorsque la plainte est fondée, nous passons la main à un autre département qu'on appelle enquête et investigation qui
monte carrément un dossier, une enquête qui va aboutir donc, au niveau de la justice. Donc voilà comment ça se passe. Donc pour dire de façon générale, il faut dire qu'à notre niveau également, nous constatons cette manifestation. Il faut dire qu'au niveau du RENLAC, quand il s'agit par exemple de raquettes, le routier ou au niveau de la DGTTM. Ça n'arrive pas à votre niveau. Il le constate, ça c'est la proximité. Hein. Bon, il le réalise et parfois il y a des dossiers qui nous sont transmis par le RENLAC pour nous permettre de mener donc, les investigations. Donc il faut dire que là, le phénomène persiste. Nous n'avons pas encore sorti notre rapport également de 2023. Et lorsque nous allons le sortir également, on pourra voir les tendances. À l'Inspection générale des finances, ce n'est pas les mêmes méthodes de travail. Qu'à la SCLC ou au RENLAC, vous allez directement effectuer des contrôles. Quel constat vous faites? Alors, je pense que c'est pratiquement le même constat. Nous aussi, nous recevons des dénonciations. Vous aussi, vous recevez? Nous recevons des dénonciations. C'est possible de porter des dénonciations? Tout à fait, parce que nous avons des comités anticorruption au sein de toutes les structures du ministère. Ça, c'est l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Voilà. Oui. 25 comités anticorruption, dotés de numéros verts. Et les citoyens appellent constamment pour dénoncer les dysfonctionnements de l'administration ou bien des faits ou actes de corruption. Et rien qu'en janvier, je pense que le RENLAC nous a envoyé 2 dénonciations et nous avons poursuivi le contrôle. Et incessamment, nous allons vous transmettre les rapports. Et dans le rapport 2023, nous avons souligné que nous avons reçu 5 dénonciations. Et nous avons traité. Qui portent sur quoi exactement? Généralement, c'est des usagers qui trouvent qu'au sein de l'administration, il y a une volonté manifeste de ralentir en fait le processus en voulant quelque chose. J'ai besoin d'un dossier. Voilà, j'ai besoin d'un dossier. Normalement, en une semaine, je peux ça doit pouvoir, voilà. Et ça fait malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut traîner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a un qui a dénoncé le fait que pour avoir un acte, il a mis 8 mois pour avoir l'acte. Et ça encore, il a fallu qu'il dénonce pour que nous puissions agir, pour que, en tout cas, l'acte puisse être délivré. Vous voyez? Ça veut dire que l'IGF aussi, en tout cas, est dans la même dynamique que l'ASE-LC. De toutes les façons, nous travaillons dans la même dynamique, en intelligence avec l'ASE-LC, avec le RENLAC, et nous recevons les différentes plaintes, que nous produisons les rapports. Il y a des rapports circonstanciés que nous envoyons à l'ASE-LC pour poursuivre le processus. Parce qu'à un certain niveau, comme nous ne sommes pas des OPJ, des officiers de police judiciaire, nous ne pouvons pas mener l'enquête jusqu'à un certain niveau. Et quand ça arrive à ce niveau, nous sommes obligés de faire un rapport circonstancié et envoyer à l'ASE-LC pour la suite du dossier. Et 2 cas, Sardo Nakanabo, le cas que M. Dawo a évoqué, à savoir un dossier qu'on peut avoir en quelques semaines, pour lequel on est obligé d'attendre 8 mois. C'est un cas concret. Mais il nous est revenu aussi ces derniers mois-là que les autorités, les plus hautes autorités du pays ont essayé de voir un peu plus clair dans les marchés publics. Et il a été constaté un certain nombre de manquements, de pots de vin versés, d'injustices créées ça et là. Et sur les 2 points, je voudrais avoir votre avis. Un dossier pour lequel on doit attendre 8 mois, alors que normalement, en quelques semaines, on devrait pouvoir l'avoir. Comment on peut expliquer cela? Justement, c'est comme je disais tout à l'heure, la corruption n'est pas à la lumière. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en bas. Mais c'est ces formes de manifestation-là, comme un dossier qui traîne comme ça. On ne vous dit pas pourquoi ça traîne? Non, on peut même vous évoquer plusieurs raisons. Hein. Ce ne sont pas les raisons qui vont manquer. Quelqu'un a mission. Voilà. Non, il y a beaucoup d'arguments pour justifier le fait que
un résultat n'est pas arrivé. Et si vous êtes pressé, vous savez ce qu'il y a à faire. Voilà. À ce moment-là, donc on n'a pas besoin de vous le dire explicitement. Voilà, quelqu'un a dit un jour que, on lui a dit, bon, vous voulez votre permis de conduire ou vous ne le voulez pas? Il dit, mais il vient... Je suis là pour ça. Il est là pour ça, mais... Il dit, d'accord, que continuez comme ça, que vous allez durer ici. Durer ici. C'est un message. C'est un message, voilà. Parce que les autres qui gagnent là, on vient lui dire, hey, toi là, il faut payer 25 000. Voilà. C'est des choses comme ça. Mais sinon, tu n'as pas la preuve avec un reçu, le gars a fait ceci, là. Non. Mais si ça attend, bon, c'est à toi de tirer la conclusion. Alors que ça peut être rapide. Et comme aussi, il y a des difficultés objectives dues au fait que, bon, avec la guerre, il y a certaines choses qui manquent dans les Parfois services. dans l'administration, il n'y a pas le matériel bon, adéquat. Si on vous dit qu'il n'y en a pas, ben, il faut attendre. Voilà. Donc ça peut s'expliquer. Mais ce n'est pas l'explication qui est forcément la vérité. Voilà ce que... Les marchés publics, c'est vrai, les enquêtes du RENLAC en parlent, mais pas autant que des raquettes, des autres formes de manifestation de la corruption. Oui, parce que le marché public, il faut soit que vous ayez une dénonciation, et les dénonciations, ça peut être des citoyens qui dénoncent, mais ça peut être aussi des révélations dans la presse. Il y a beaucoup de... Sinon, dans les marchés publics, habituellement, l'entrepreneur, la personne responsable de marché ne sont pas prompts à dénoncer, puisque ce sont ces personnes-là qui sont actrices de la corruption, on imagine. Mais il arrive que celui qui n'a pas eu le marché et qui a des preuves que celui qui a eu n'est pas celui qui devait avoir, c'est lui qui va dénoncer. Et de temps en temps, vous avez des plaintes de ces gens. Il y en a plein. Il y en a plein. Et l'organe de règlement des différends a beaucoup de dossiers qu'il traite. Et nous, notre représentant là-bas nous amène parfois des dossiers, sans compter les plaintes. Et il y a d'autres révélations sur les marchés publics. Vous avez vu la route de Koudou? Oui, qui est reprise pratiquement. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas toujours qu'on a la preuve. C'est le résultat, en fait, qui fait penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut maintenant investiguer. Les différents corps de contrôle sont là pour investiguer. Mais les plaignants, eux, des fois, ils ont la preuve que bon, ce marché-là ne devait pas être... En tout cas, nous, on a des dossiers sur des marchés publics. Vous avez vu, entre-temps, on a produit un communiqué sur des choses qui se sont passées à l'ONEA, et puis bon, ça pose problème. Voilà, c'est le problème des marchés. Et quelqu'un avait été nommé directeur, vous avez suivi. L'Office national de l'eau et de l'assainissement. Voilà, c'était le responsable des marchés de l'ONEA. Finalement, qui n'a pas été installé. Il n'a pas été installé parce que les gens de la maison se sont opposés. Ils ont dit non, celui-là, non, parce qu'il a des casseroles. Tout ça, ce sont des éléments qui vous permettent de... Ce sont des éléments, ce sont des indices qui vous incitent à aller voir. Maintenant, si vous partez voir et puis bon, vous ne voyez rien, c'est possible. Mais très souvent, en tout cas nous, très souvent quand on a entre 300 et 600 dénonciations, plus de 10%, moins de 10% des dénonciations sont mauvaises. Moins de 10%, ça veut dire quand même que les dénonciations sont très souvent bien fondées. Mais vous pouvez avoir la dénonciation bien fondée, mais ça ne suffira pas. Pour mettre la main sur quelqu'un. Pour mettre la main sur quelqu'un. C'est l'occasion donc de dire aux téléspectateurs, aux auditeurs que c'est possible de dénoncer les cas de soupçons de corruption à la fois au RENLAC, à l'ASELC et à l'IGF, à l'Inspection générale des finances. Et même dans les différents services. Dans les différents services, c'est possible. Dans les différents services. Les gens ne le savent pas toujours. Ah si, il y a des... Bon, comme le ministère de la fonction publique n'est pas là, ils allaient vous dire qu'il y a un service qui est chargé de recevoir et de traiter les plaintes à la justice. Et nous avons été approchés pour dire qu'il y a un service chargé de recevoir les plaintes contre le personnel de
du ministère, voilà, de la justice, et de les traiter. Et il nous incitait donc à informer, à sensibiliser l'opinion pour que les gens le fassent. Ce n'est pas toujours sûr. Hein. Oui. Monsieur Namdé, à votre niveau, comment ça se fait de façon pratique, les cas de dénonciation? Monsieur Dao, chez vous aussi, comment ça se fait de façon pratique pour que les uns et les autres le sachent et pour qu'éventuellement quelqu'un qui voudrait le faire puisse venir le faire facilement? Bon, à notre niveau, Oui. nous sommes saisis. La personne peut venir physiquement. Oui. Il y a un service qui s'occupe donc de recevoir les plaintes. Il peut venir physiquement, par courrier. Il peut même appeler par appel. Oui. Également par courrier électronique. Nous saisit pour formuler donc la plainte. Et donc, après avoir reçu la plainte, il y a toute une analyse qui est faite autour pour voir s'il faut procéder donc à une enquête que nous appelons administrative pour voir est-ce que c'est fondé. Parce que quelqu'un peut venir se plaindre, bon, il faut d'abord que vous puissiez faire une enquête, ce que nous appelons enquête administrative, pour voir si la plainte est fondée. Lorsque nous nous rendons compte que la plainte est fondée, on passe à l'investigation. Et là, c'est tout un département. C'est des officiers de police judiciaire. Il faut dire que les contrôleurs d'État sont des officiers de police judiciaire. Nous sommes appuyés par des agents de la gendarmerie, la police, ainsi que également des magistrats qui nous permettent donc de monter les dossiers pour la justice. Donc voilà un peu comment... Il ressort souvent de vos communiqués de presse que vous rendez publics là, que sur dénonciation anonyme. C'est ça. Ça veut dire que vous garantissez l'anonymat. Ah oui, ça c'est sacré. Là, à ce niveau, il faut dire qu'on garantit l'anonymat. À ce niveau, on prend toutes les dispositions. Il y en a même qui font les dénonciations de façon anonyme. Bon, mais c'est que là, c'est limité. Lorsqu'on veut vous saisir pour demander des informations complémentaires, parce que lorsque la dénonciation est très bien faite, vous n'avez pas besoin de temps, voilà, pour venir à bout, pour obtenir les résultats. Mais lorsque la dénonciation n'est pas précise, bon, là, ça vous met encore difficilement. Vous allez, bon, pour obtenir les preuves, c'est difficile. Mais il y en a qui font des dénonciations, vraiment, c'est très précis. Et lorsque vous y allez, vous ne mettez pas de temps pour réunir les preuves. Et là, vraiment, nous encourageons tous ceux qui font les dénonciations. Si vraiment, ce qui nous facilite notre travail, c'est lorsqu'ils le font de façon précise et également lorsque ils s'identifient pour nous permettre, lorsque nous avons besoin d'informations complémentaires. Voilà. Oui. Et ça permet d'avoir les preuves. Voilà, parce qu'il y a des dossiers où vous avez besoin d'autres informations parce que bon, c'est assez général. Bon, voilà. Monsieur Dao, au niveau de l'inspection générale des finances, alors, comment on dénonce? Alors, au niveau de l'inspection générale des finances, c'est la même procédure. Hein. Alors, vous pouvez passer par le téléphone, le numéro vert, qui est gratuit. Vous pouvez passer également, vous pouvez venir physiquement, déposer votre plainte. Vous pouvez envoyer par courrier officiel, ou bien vous pouvez même envoyer par courriel aux mails des différents comités anticorruption. Vous pouvez également envoyer quelqu'un avec votre courrier. L'anonymat est toujours garanti. Hein. Vous envoyez quelqu'un pour déposer le courrier au niveau de l'inspection générale des finances. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit dans les locaux de l'IGF, vous pouvez remettre votre courrier à quelqu'un qui le dépose. Tout à fait. Vous pouvez également, comme je l'ai dit, l'inspection générale des finances est la structure qui coordonne l'ensemble des comités anticorruption au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc, chaque structure, que ce soit les trésors, les impôts, la douane, le contrôle financier, etc., vous avez des comités anticorruption au sein de ces structures-là et qui ont des numéros verts.
et qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir vos dénonciations. Alors, donc j'invite les citoyens à ne pas hésiter à apporter les dénonciations, les preuves pour qu'on puisse agir. Au RENLAC, on est assez habitué. Oui. Les gens sont habitués à faire des dénonciations au RENLAC. Quelquefois, les gens sont plus à l'aise avec le RENLAC, qui est une association qui est APICI, que avec la SCLC ou l'IGF, bon, qui sont des institutions dont on dit que oui, ça c'est la haute administration, les gens ont peur d'y aller, mais que vous ayez touché la SCLC, l'IGF ou le RENLAC, c'est pratiquement la même chose, parce que ce sont des institutions et des organisations qui travaillent ensemble, tant mieux. On va donner le numéro vert du RENLAC. Oui. Pour que les gens puissent appeler. Ils pourront là-bas avoir les autres numéros, les autres contacts, les autres adresses mail. Parce que c'est comme si toutes les institutions là faisaient la même chose, en tout cas en matière de lutte anticorruption. Bon, pas qu'on fait la même chose, oui, mais ce qu'on fait se complète. Vous complétez. Parce qu'il y a des choses qu'il faut, nous, on ne peut pas faire. Par exemple, l'IGF peut aller dans un service et puis contrôler. Les RENLAC ne peuvent pas. Nous, on ne peut pas faire ça. Voilà. Par contre, aller écouter un citoyen, les citoyens peuvent être réservés avec les institutions publiques. Oui. Mais quand nous on reçoit une plainte et on sait que, par exemple, quelqu'un qui dénonce un fait de malfaçon dans une mairie, que nous on ne peut pas aller vérifier, on saisit. Si l'intéressé peut dire, ah, nous on ne veut pas aller à la SELC, mais nous on va. Nous on prend le dossier et on va à la SELC. Oui. Mais il y a des gens même qui font des plaintes, par exemple, à la SELC et qui nous mettent en copie, qui disent qu'ils ont déjà déposé le dossier à la SELC. Même s'ils n'ont pas mis en pièce jointe, ils nous disent, ils nous préviennent, voilà la plainte que nous avons déposée à la SELC. Et bon, nous on attend. Parce qu'on sait qu'ils ont bien fait d'aller là-bas directement, puisque même s'ils étaient venus chez nous, ça allait quand même partir là-bas. Donc on ne fait pas exactement la même chose strictement, mais ce qu'on fait se complète. Pour qu'on ait pratiquement les mêmes résultats. Pour qu'on ait... C'est-à-dire améliorer la gouvernance, traquer les corrupteurs et les corrompus, faire en sorte que les deniers publics soient bien gérés, et de façon générale qu'il y ait assez de justice sociale au Burkina. Donc le numéro vert du RENLAC, c'est... Le numéro vert, c'est 80 00 00 11 22. À ce numéro vert, donc, qui est gratuit, là, vous pouvez joindre le RENLAC à tout moment. Oui, M. Dao. Le numéro vert du GF, oui, c'est le 80 00 13 23. Voilà. IGF. Oui, M. Ramdé. Ce que je peux ajouter par rapport à ce que le secrétaire exécutif dit par rapport au complément. Oui. Il faut dire que, bon, le travail se fait vraiment en bonne intelligence, de sorte que les dossiers pour lesquels ils sentent que nous devons être saisis, ils nous saisissent. Je sais que, par exemple, le foncier, nous avons été saisis. Sur le foncier, ça c'est un gros morceau. Il y a à plusieurs reprises, sur des dossiers divers, on a été saisis et nous avons mené donc les enquêtes et le dossier a atterri donc au niveau de la justice. Alors donc à ce niveau, que ce soit à leur niveau, que ce soit à notre niveau, lorsque les citoyens se présentent, on sait et ils savent le degré de maturité de tel ou tel dossier. Est-ce que tel dossier mérite qu'ils saisissent la SELC? En ce moment-là, nous sommes saisis. Et ils peuvent témoigner. Je pense qu'il y a des... Ça se passe plutôt bien. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas de couac. Il y a plutôt de la complémentarité entre RENLAC et la SELC. Il faut le faire de façon... avec tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption. C'est pas comme avant. Il y a quelques années, il y avait une certaine méfiance entre les RENLAC et la SELC. Les gens étaient relativement distants, mais je crois que ça, c'est l'antiquité maintenant. On n'en parle pratiquement plus. Oui, M. Dao. Oui, c'était juste pour donner un témoignage. Oui. Alors, il y a un usager en région qui nous a appelé
pour se plaindre d'un dysfonctionnement. Et immédiatement, la semaine qui a suivi, une équipe s'est déportée là-bas. La personne m'a appelé, me dit que mais je ne pensais pas que ça allait être aussi urgent que ça, que ça allait être plus... Il y avait d'urgence pour traiter mon dossier comme ça. J'ai vu des gens sur le terrain, ils sont arrivés. Félicitations à vous, IGF. Donc c'est un témoignage que je voulais vraiment... C'est plutôt bien, parce qu'au cours de l'émission, nous voulions passer aussi en revue les bonnes pratiques de lutte anti-corruption et notamment dans les mécanismes de prévention. Au niveau de l'administration publique et parapublique, quels sont les mécanismes de prévention qui existent pour faire face à la corruption? Pour Madaou. Alors, M. Rabo, oui. Il y a beaucoup de mécanismes, beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Lorsque vous prenez une administration, oui. D'abord les manuels de procédure qui est là. Comment les activités doivent se passer, comment la prestation doit être exécutée du début jusqu'à la fin. À la suite de ça, il y a les codes d'éthique et de déontologie qui ont été mis en place. Il y a également les chartes dans certaines administrations. Indépendamment de cela, il y a les cellules de contrôle interne qui ont été mis en place. Si vous prenez l'exemple du ministère de l'économie et des finances, toutes les structures ont une cellule de contrôle interne pour voir est-ce que les mécanismes qui doivent être mis en place pour le bon fonctionnement du service est en place. Est-ce que ça fonctionne? Si ça ne fonctionne pas, on fait un rapport au premier responsable pour relever les insuffisances. En dehors de ce système, il y a également les corps de contrôle qui ont été mis en place. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, les grandes régies ont des inspections techniques pour contrôler le bon fonctionnement des services. Je veux parler du Trésor, du contrôle financier, la direction générale du budget, de la douane, des impôts, etc., etc. Et à l'issue de tous ces mécanismes-là, le ministre a jugé utile encore, en partenariat avec le RENLAC, de mettre encore les comités anticorruption en place au sein des structures pour recevoir les dénonciations et les plaintes des usagers sur les dysfonctionnements et les actes et les faits de corruption. Donc voilà un ensemble de dispositifs qui pourraient nous permettre en fait de pouvoir gérer en tout cas ou bien réduire à sa strict minimum les problèmes de corruption. Voilà. Donc ça, ce sont les mécanismes de prévention qu'il y a et qui, normalement, il y en a... Il y en a beaucoup. Une demi-douzaine. Il y en a beaucoup. Peut-être que vous n'avez même pas cité le tout. Tout à fait. N'est pas exhaustif. Voilà. Mais normalement, avec ça, on devrait se dire, dans l'administration, on ne devrait pas vivre ce qu'on vit. Oui. Donc c'est avec surprise qu'avec autant de mécanismes et de dispositifs, on a des résultats aussi mitigés sur le terrain de la lutte anticorruption. Oui, M. Ramdé. Bon, il faut dire que là, de la manière dont il a décrit, oui. Au niveau des gestionnaires, oui. Il y a ce que, bon, chaque gestionnaire, ce que nous appelons le système de contrôle interne, oui. Qui permet en principe de protéger les ressources. Alors, donc, les corps de contrôle, par les actions de contrôle, surveillent ce système-là pour voir est-ce qu'il est efficace, oui. Est-ce qu'il est bien appliqué. Et lorsque vous prenez, je prends l'exemple d'une manière de procédure dont il parle. Oui. Voilà. Il y a ça. Vous allez aller dans certaines structures, il n'y a pas de manière de procédure. Et des services de l'État. Des services de l'État. Et certaines administrations, où vous allez vous rendre compte que l'application, ce n'est pas ça. Le manuel de procédure est là dans certains cas, voilà. Mais on ne l'applique pas. Il y a ce qui est mis en place, mais il faut veiller à ce que ça soit... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas toujours. Ça soit bien appliqué. Alors, et là, c'est le rôle
des corps de contrôle, de surveiller pour voir est-ce que le système de contrôle interne mis en place dans chaque structure, est-ce que ça fonctionne. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est à eux de faire les recommandations pour que l'administration en question puisse corriger ce qu'il y a comme lacune. Et là, nous avons, comme à notre niveau, comme au niveau de l'IGF, ce que nous avons appelons le suivi donc des recommandations. Lorsqu'on se rend compte que il y a une défaillance, par exemple, dans l'application, il n'y a pas de manière de procédure, il faut faire des recommandations donc, pour que cela soit appliqué. Donc, voilà un peu. Au niveau d'Irène, comment vous jugez ces mécanismes de prévention de la corruption qui sont mis en place dans l'administration? Bon, les mécanismes en eux-mêmes ne posent pas de problème. C'est plutôt une bonne chose. C'est l'utilisation. Sinon, tout notre dispositif juridique constitue un excellent mécanisme de prévention. Puisque je me souviens encore avec le regretté Luc Ibriga, oui. Il disait que pour la corruption, c'est mieux de prévenir. Parce que quand c'est déjà fait, pour réparer, c'est très difficile, voire impossible. Donc, ces mécanismes-là, et je sais que M. Ramdé, c'est quand même un expert, puisque c'est la déclaration d'intérêt et du patrimoine. Ça fait partie Ça fait partie des mécanismes de prévention, on va en parler. C'est un excellent mécanisme, mais l'utilisation, il y a des services où il y a des boîtes à idées pour que les gens disent ce qui se passe dans le service et qui n'est pas bien. Nous, on a expérimenté ces boîtes à idées-là pendant un certain temps. On voit que ça peut être très bien. Et puis le fait que, comme le disait M. Dao tout à l'heure, que les gens sachent que dans le service, il y a un endroit où on peut aller se plaindre. Ça c'est une bonne prévention. Mais est-ce que les gens se plaignent là-bas suffisamment? Ou bien est-ce que les plaintes aboutissent comme les citoyens voudraient? En fait, c'est là-bas l'enjeu. Sinon, moi, je pense qu'au Burkina, on a un excellent dispositif pour prévenir et réprimer la corruption. Puisque la loi intitulée dispositif juridique pour prévenir et réprimer la corruption a été qualifiée même de révolutionnaire par beaucoup de pays qui admirent notre dispositif. Mais maintenant, est-ce qu'on a les résultats vraiment à la hauteur du dispositif? Là, on n'est pas sûr. Là, c'est une autre question. Monsieur Dao, est-ce qu'on doit conclure que, vous voyez la liste des dispositifs que vous avez faite là, reste théorique? Ce n'est pas un dispositif, ce n'est pas des dispositifs, des mécanismes qui ont pris sur les comportements des travailleurs et des agents publics. En fait, le problème n'est pas à ce niveau. C'est vrai qu'il y a des difficultés de mise en œuvre. Voilà. La difficulté, c'est là-bas, la mise en œuvre. Il a parlé tantôt des manuels de procédure. Oui. Effectivement, il y a des administrations qui ont des manuels de procédure. Mais il y a des agents qui ne sont même pas au courant. Ce n'est pas vulgarisé. Ce n'est pas vulgarisé. Le manuel est là, mais les agents ne savent pas. Alors que ça coûte déjà cher de faire un manuel de procédure. Oui. L'élaboration des manuels, c'est fastidieux. Oui. Voilà. Donc, il faut mettre l'accent sur la mise en œuvre de ces dispositifs-là. Que chacun joue son rôle. Et vous allez voir que tout va se... Vous avez parlé de code d'éthique et de déontologie. Ça doit être connu. Ah oui. Vous avez parlé de chartes. De chartes. Si ça existe dans l'administration, il faut que ce soit connu. Vulgarisé.
quelquefois, il faut même afficher tout au moins le résumé de la charte ou du code d'éthique et de déontologie, comme on voit dans certaines administrations plutôt privées, où on a affaire à un public, à de la clientèle, tout ça. On affiche pour que les gens soient témoins de ce qui se passe. Ce n'est pas toujours le cas dans l'administration publique et parapublique. Vous avez parlé des cellules de contrôle interne, des corps de contrôle comme les inspections techniques, et puis des comités anticorruption, avec la collaboration du RENLAC. Ça veut dire que ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité. C'est vrai, ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité, mais au niveau du ministère de l'économie et des finances, on peut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Si nous prenons l'exemple des comités anticorruption, au niveau du ministère de l'économie et des finances, ça fonctionne à merveille. Comment c'est composé pour que ça fonctionne bien? C'est composé de façon... c'est 4 membres. Chaque comité est composé de 4 membres. Le président qui provient de l'inspection technique du service. Il y a les membres qui proviennent du personnel. Le troisième membre qui provient du service des ressources humaines. Et le 4e membre provient du ou des syndicats. Vous voyez? C'est assez équilibré. C'est équilibré. Le président, c'est parce qu'il est rattaché directement à l'inspection technique. Donc, dès qu'il y a quelque chose, les rapports remontent directement à l'inspection technique du service. Ou bien à l'ASE, parce qu'il faut forcément envoyer une ampliation à l'ASE-LC et à l'inspection générale des finances. Donc, personne ne peut intimider l'ordre au comité anticorruption de ne pas faire son travail. Et ce qui est bien la présidence du syndicat, rassure que tout à fait. On ne fait pas des choses... Voilà, dans l'obscurité. Il y a les représentants du syndicat. Ça veut dire que les syndicalistes au moins apportent la garantie que s'il y a une influence quelconque qui vient de là ou de là, ça va se faire savoir. Voilà. Et vous dites que ça marche plutôt bien. Est-ce que c'est l'avis du RENLAC sur les comités anticorruption? Du ministère de l'économie et des finances. Je précise bien, du ministère de l'économie et des finances. En fait, les comités anticorruption, comme il le dit, c'est la surveillance par les pairs. C'est vraiment entre eux. Nous, on n'est pas directement. Et nous, on a souvent travaillé à montrer comment ça doit fonctionner. Parce que vous aussi, vous en avez. Vous avez des comités anticorruption dans les régions. Non, il y a d'autres formes de comités que nous, on a expérimentés, qui sont des sortes de comités mixtes. Parce que ce n'est pas seulement à l'intérieur de la maison. Les participants, les membres ne sont pas directement à l'intérieur de la mission. Ils sont détachés. Et en tout cas, lorsqu'on va parler des bonnes pratiques, nous, on va évoquer ça. Nous avons eu l'expérience des comités de suivi citoyen des prestations de services. Là, il y a l'administration, mais il y a des citoyens qui ne sont pas de l'administration et qui viennent bénéficier des services. Ce sont des formes de comités anticorruption aussi, mais bon, on ne les a pas libellés comités anticorruption parce qu'il fallait aussi éviter la confusion des dénominations. Mais on a aussi les comités de suivi des prestations dans les communes qui s'appellent CSC-CT. Et ça aussi, nous avons quand même eu des résultats dans le suivi. Mais là, ça mixte. Ce n'est pas uniquement les gens de la maison. De la maison, c'est pas seulement c'est deux types de comités. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux comités qui sont mis en place au ministère des Finances? Mais rien. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, ça c'est eux qui peuvent savoir ce qui ne marche pas. Non, vous pouvez avoir entendu parler de ceci ou de cela. En tout cas, nous on travaille, lorsqu'ils nous sollicitent, nous on travaille pour les appuyer, pour qu'ils puissent continuer leurs efforts. Parce qu'en réalité, là où le comité anticorruption peut ne pas marcher, c'est quand le sommet, c'est-à-dire le ministère, est contre le comité anticorruption. Parce que s'ils sont contre, et ça on l'a vu... Dans ce cas, c'est difficile même de les mettre en place. Non, mais c'est qu'au ministère des Finances, ça a été fait. Non, mais parce qu'être contre, ce n'est pas forcément manifester qu'on est contre. On peut installer. On laisse pour assurer les gens. Installer, et puis après, bon, on ne leur donne pas de quoi travailler, ou bien on les affecte
Nous avons vu ça vraiment dans un service que je ne Ça, voudrais pas c'est une autre nommer. façon de Oui, refuser. on les affecte. Voilà. On a vu un service, par exemple, le premier responsable qui marchait très très bien. On l'envoie en province. Donc il sera là-bas. De toute façon, les autres membres, à partir du moment où on a affecté le premier peut plus responsable. travailler. Non, c'est pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ne veulent même plus. Puisque, suivez mon regard, si vous faites comme le premier responsable, vous savez, Vous aussi. vous savez là où vous allez partir. Vous aussi, Donc vous du serez coup, affecté, oui. ce comité anticorruption ne va pas fonctionner. Sinon, leur rôle, c'est de se surveiller entre eux, puisqu'ils se connaissent. C'est la meilleure, on a dit la meilleure police là, c'est la police des pairs. Si à Savane FMBC, vous avez un comité anticorruption, Oui. non seulement vous savez ceux qui font la pratique, vous les connaissez, et vous savez les services même qui ont la pratique. Oui. Donc, vous leur dites et vous la faites doucement. Voilà, c'est ça le rôle du comité anticorruption. Sinon, je n'ai pas de reproche vraiment spécialement à faire au comité anticorruption. En tout cas, nous, on les encourage à se souder et puis à faire en sorte que le comité anticorruption ne soit pas, j'allais dire, comme un bijou pour dire aux gens qu'il y a le comité. Il faut qu'il ait des résultats. Il faut qu'il y ait des résultats. Oui, vraiment. Voilà. En fait, au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons des soutiens de la hiérarchie. Pour preuve, nous avons créé un cadre de concertation entre les ministres et les membres du comité anticorruption. Et ça se passe chaque année pour faire le bilan de l'année écoulée et recevoir les orientations pour l'année à venir. Et ça marche. Et ça marche. Très bientôt, nous allons faire pour 2024. Vous voyez. À l'issue de ça également, il y a les campagnes que nous faisons. Menons chaque année. Campagne de sensibilisation au profit des usagers. Nous faisons des campagnes de sensibilisation au niveau des régions. À Ouagadougou, Bobo, Banfora, ainsi de suite, au profit des usagers. Nous sommes dans nos structures, tous les usagers qui viennent, on les sensibilise sur les méfaits de la corruption et les dispositifs de lutte contre la corruption au sein du ministère. Vous voyez? Et après ça, il y a également les sessions de sensibilisation que les comités anticorruption font à l'adresse des agents du ministère, de leurs pairs en fait, Voilà. entre eux. Entre eux. Donc, parler de la corruption n'est plus un tabou au ministère de l'économie et des finances. Nous en parlons chaque jour pour que nous puissions être sensibilisés au maximum, pour que chacun adopte les comportements qu'il faut, pour que, en tout cas, on puisse gérer les finances convenablement. Si vous voulez emmener ASE, LC, vous avez un regard de l'extérieur sur ce qui est fait, mis en place comme mécanisme de prévention de la corruption au niveau de l'administration. Quel jugement vous portez sur ces mécanismes? Bon, d'après ce qui a été exposé, Oui. comme nous l'avons dit, Oui. il y a des forces, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Parce que quand vous allez faire des audits ou des enquêtes, vous constatez Voilà. des choses. Pour revenir au comité Oui. anticorruption dont il parle, il faut dire que, bon, ce sont des comités anticorruption qui ont été créés au sein du Ministère des Finances. Voilà, de l'économie et des finances. Mais ailleurs, Dans les autres progressivement, ministères. voilà, progressivement, il y a des comités qui se mettent en place à ce niveau. Et là, il va falloir qu'il y ait non seulement une extension au niveau des autres ministères, mais également que nous puissions voir comment coordonner voilà, le fonctionnement de ces différents comités dans les autres ministères. Alors, pour revenir au mécanisme dont vous parlez, il faut dire que bon, les mécanismes qui sont mis en place, comme on l'a décrit, il y a des forces, il y a des faiblesses. Oui. Et l'essentiel, c'est de travailler à ce que bon, les faiblesses qui sont constatées puissent devenir des forces. Ça, c'est ce qui est mis en place dans l'administration. Également, ce dont il a parlé. Bon, peut-être qu'au niveau Vous avez parlé des manuels de procédure, code d'éthique, charte, celui de contrôle interne. Voilà. Ce qui est mis en place au niveau de la SEL. Non. Au niveau du ministère des Finances, par exemple, sur ouais. le chapelet qui a été présenté là, Voilà, ok. quel est votre jugement? Est-ce qu'il y en a qui ne marchent pas bien?
Oui, nous avons parlé tantôt... Vous avez dit par exemple une manière de procédure, voilà, il n'existe pas par endroit. Voilà, il peut ne pas exister par endroit. Vous avez la charte, le code d'éthique. Le code d'éthique et de déontologie. Il ne faut pas juste les élaborer pour les tiroirs. Voilà, ce n'est pas décoratif. Il faut que ça... C'est pour un but. Voilà. Là, quand on les élabore, il faut les appliquer. Voilà. Et c'est l'application là qui va nous permettre de combattre efficacement la corruption. Et M. Daou a dit il faut appliquer, mais il faut vulgariser. Oui, il faut vulgariser. Il faut dire aux agents que ça existe. S'ils n'ont pas participé, par exemple, à l'élaboration ou s'ils n'ont pas été informés de l'élaboration. C'est très important parce que à ce niveau, il y a les... Bon, peut-être on va revenir sur les mécanismes au niveau de la SELC, puisqu'il y a des audits qui sont effectués. Et par exemple, on peut noter à travers les audits là, voilà, que ce soit la charte, le code, les codes d'éthique, le manuel de procédure, voilà. Il y a des recommandations qui sont formulées parfois pour inviter l'administration. Si il y a une faiblesse qui est constatée, il y a des formulations. Vous demandez en recommandation. En recommandation, voilà, c'est ça. Oui. Donc, c'est ce que... Et Sadou Nakanabo, avant qu'on parle des mécanismes au niveau de la SELC, on a parlé du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Ça marche plutôt bien. Est-ce que c'est le cas dans tous les ministères, dans toutes les institutions, dans les établissements parapublics? Bon, ça, je ne peux pas dire que ça marche bien. Parce que bon, si le ministère de la fonction publique était là, s'ils étaient là, il nous aurait donné mais par contre, je sais par exemple que les conseils de discipline, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien presque partout. Bon, parce que le fait que les CAC marchent bien, c'est bien. Mais il y a d'autres choses qui doivent bien marcher. Mais le conseil de discipline, c'est quand la faute est déjà commise. C'est-à-dire, peut-être à titre dissuasif, ça peut dissuader. Le fait que si le conseil de discipline fonctionne bien, ça prévient les pratiques corruptives. C'est un mécanisme assez dissuadant parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas aller au conseil de discipline. C'est pas directement... Dans une de nos émissions passées, Sadou Nakanabo, j'ai raconté l'anecdote de l'ancien ministre de la fonction publique, Augustin Loada, sous la transition de 2015. Et puis il disait que quelqu'un avait été fautif, a reconnu devant lui qu'il a été fautif. Je crois que c'est 6-7 millions qui avaient été dissimulés ou dissipés. Et puis, il a demandé de le traduire en conseil de discipline. On a dit qu'il n'y en avait pas dans le ministère. Il a dit d'installer. Ils ont dit que les textes posaient problème. Il a aidé, comme lui-même il est juriste, à faire les textes. Et il a dit mettez en place. Ils ont mis en place. Il a dit traduisez-le devant le conseil de discipline. Ils ont dit qu'il n'était pas encore formé au texte. Il a fait la formation lui-même. Au moment où la formation est finie et qu'il attendait qu'on programme le conseil de discipline, on a dit le monsieur a demandé une affectation à son ministère d'origine, au ministère des Finances, et il était retourné là-bas. Et il avait pris l'engagement de rembourser petit à petit. C'était pratiquement la fin de la transition en 2015. Donc, autant d'embûches pour que le conseil de discipline ne fonctionne pas. Ça, c'est une autre limite. C'est Bri Ramdé. C'est une autre limite aussi. Au niveau de la SELC. À d'autres niveaux, il y a des recommandations qui sont formulées à cet effet. Oui. Voilà, pour que le conseil de discipline, les conseils de discipline, au niveau des différentes structures, puissent fonctionner comme il le faut. Voilà, ça fait partie des recommandations. C'est l'une de nos recommandations au niveau de la SELC. Voilà. Et M. Daou veut réagir. Oui. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, le conseil de discipline tient ses sessions. J'ai demandé, on m'a dit qu'au titre de l'année 2024, il y a eu une session qui a été tenue. En réalité, le problème à ce niveau, c'est le manque de matière. C'est-à-dire que les responsables... les responsables ne veulent pas prendre cette responsabilité pour envoyer un agent
en conseil de discipline. C'est la solidarité, quoi? La solidarité. Non, c'est pas au niveau du ministère de l'économie et des finances. En fait, c'est dans l'administration. De façon générale. De façon générale. Oui, c'est au niveau du ministère de l'économie et des finances Oui. et de la prospective. C'est de façon générale. Personne ne veut envoyer quelqu'un en conseil de discipline. C'est une lourde responsabilité, peut-être. C'est perçu comme ça. Parce que les gens se disent que, bon, je ne vais pas être source du malheur de quelqu'un. Alors qu'il faut qu'on quitte dans ce schéma-là. Voilà. Tant qu'on ne va pas quitter dans ce schéma. Ça, c'est plutôt quoi? C'est culturel? Non, C'est la société. Bon, personne ne veut être... La question est partagée. En tout cas, ça a son explication En quelque réalité, part. c'est ça. puisque C'est ça. Dans la hiérarchie, si vous ne convoquez pas le conseil de discipline, ben, le conseil de discipline est là. C'est comme une hache. Hein. Si vous l'utilisez, si vous l'utilisez pas, ça coupe pas. Voilà, le conseil de discipline là, son aspect préventif là, c'est ça. Tu sais que le conseil de discipline marche bien. S'il marchait bien, vous allez voir que la moitié des pratiques même déjà peuvent être abandonnées. Parce que l'intéressé sait que mais comme ça ne marche pas, les gens se disent bon. Encore que le conseil de discipline, c'est pas forcément pour, je sais pas, faire licencier quelqu'un. Quelqu'un qui vient pas, par exemple, à l'heure, de façon notoire, peut être traduit en conseil de discipline. Et puis on va lui dire, il faut arriver désormais à l'heure. Voilà. Ça a une dimension pédagogique. On aurait pu faire ça au moins. Monsieur Ramdé, au niveau de la SELC, comment vous faites pour que aussi chez vous ça marche? Au niveau de la prévention, des mécanismes de prévention. Au niveau de la SELC, vous avez tout un département qui s'occupe de la prévention, l'élaboration de la stratégie de prévention. Il faut dire que la stratégie actuelle a été élaborée de concert avec tous les acteurs et qui attendent d'ailleurs même d'être adoptée. Il faut que ça soit vulgarisé même au niveau de toutes les structures. Alors, donc, il y a un département qui s'occupe de la question prévention de la corruption. Et il s'occupe également des questions de sensibilisation. C'est le département qui s'occupe des questions de sensibilisation contre la corruption dans toutes les structures. Et vous avez au niveau de l'ASELC le processus de déclaration d'intérêt et de patrimoine qui est ça c'est votre département. Un outil de prévention dont je suis le responsable et également qui est un outil qui est en marche actuellement. Et bon, à ce niveau, il faut dire que nous avons démarré en 2015 avec un certain nombre de difficultés pour mettre en place même l'outil, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude. Quand vous prenez la loi 04 à l'article 13, là, quand vous regardez le nombre d'assujettis, ils sont vraiment élevés. Alors, donc, il s'est agi pour la SELC d'élaborer ce que nous avons appelé la plateforme de déclaration d'intérêt et de patrimoine. Ça nous a pris près de 2 ans, parce que là, il fallait mettre en place l'outil. Bon, il fallait acheter des serveurs, il fallait pour stocker les données, il fallait former le personnel. Bon, ça nous a pris vraiment un temps. Les aspects de sécurité, là, vraiment, ça nous a pris un temps. Donc, ça a retardé un peu la mise en place du processus. Et en 2020, la plateforme a été lancée. Il y a eu le lancement. En 2021, il y a eu la campagne de sensibilisation pour l'enrôlement des assujettis. Et actuellement, nous avons fait le bilan. Et actuellement, nous sommes à une autre phase. Toujours pour que les premières déclarations, parce que on doit arriver même à une mise à jour annuelle. Donc, il faut que les premières déclarations de tous les assujettis puissent se faire. Chaque assujetti puisse faire sa première déclaration. Actuellement, nous n'avons pas les 100%. On vise les 100%. Cette année, on vise les 100% pour l'ensemble des assujettis. Et vous avez également l'aspect contrôle.
contrôle. Et là, nous avons élaboré cette année ce que nous avons appelé le guide de déclaration de contrôle que nous avons adopté donc pour passer à la phase donc, de contrôle des déclarations d'intérêt et de patrimoine. Ça, tout ça là, c'est vraiment le mécanisme plutôt de prévention, c'est un outil de prévention dont je suis le responsable. Alors, en plus de cela, vous avez l'aspect audit et contrôle. À leur niveau, il y a le contrôle, il y a des audits qui sont effectués. Alors, et en ce moment, le système de contrôle interne est suivi. Et s'il y a des faiblesses qui sont constatées, il y a des recommandations qui sont formulées pour améliorer donc le système dans toute l'administration. Et vous avez, en dehors de ce département qui s'occupe donc de l'audit et du contrôle, d'autres départements, pas de département, mais une cellule de réception des plaintes et dénonciations. Vous voyez, voilà, ça fait partie en tout cas de, comme on l'a constaté ailleurs. Oui. Alors, donc, nous recevons ces plaintes par un service donc, qui s'occupe de la réception, ce qui nous permet de faire des analyses pour voir ce qui est fondé. Est-ce qu'il faut faire, si c'est fondé, il faut passer donc à une enquête sur le plan judiciaire qui va atterrir donc chez le procureur. Donc ça fait partie du mécanisme de prévention sans compter l'aspect répression. Bon, ça peut-être, ça c'est la prévention. Maintenant, l'aspect répression, il faut le noter. Nous avons donc des officiers de police judiciaire qui interviennent pour les constatations, réunir les preuves pour saisir donc le ministère de la Justice. Donc, dans l'ensemble, c'est ce que je peux dire. C'est le dispositif dont vous disposez au niveau de la SELC pour prévenir les pratiques corruptrices dans l'espace public, tout au moins. On a fait le tour de quelques mécanismes de prévention. On a jugé de leur efficacité. Ce n'est pas toujours évident parce que même quand le dispositif est assez pratique, il ne fonctionne pas toujours. Mais est-ce qu'il y a de bonnes pratiques qu'on peut présenter, qu'on peut valoriser, qu'on peut suggérer, de sorte que des administrations qui ne s'étaient pas appropriées ces dispositifs-là puissent en tenir compte dans la gestion future de leurs services? Sarado Nakanawa. Oui. Les pratiques et les mécanismes qui marchent, qui donnent de bons résultats. Oui. Alors, la première chose que je voudrais évoquer sur ce plan-là, c'est que nous, quand nous recevons nos plaintes ou les dénonciations et qu'on les traite, on est obligé de saisir les administrations concernées. La bonne pratique que nous on a constatée, c'est les administrations qui traitent nos saisines. C'est-à-dire que si quelqu'un nous saisit d'une dénonciation et que par exemple nous on ne peut rien faire et on saisit l'ASE, si l'ASE réagit et donne une suite, fait la suite de notre action, ça c'est une pratique qui est efficace. Mais si l'ASE par exemple reçoit notre plainte et puis la classe sans suite, vous voyez, là c'est pas intéressant. Donc nous pensons que pour l'ensemble des ministères, à notre égard, notre souhait est que lorsque on les saisit d'une affaire, que sans préjuger de la véracité ou pas, que cette affaire soit traitée et que le tout nous soit fait. Tous les ministères qui pratiquent ceci-là, nous voyons que ça donne des résultats. Mais si le ministère ou l'institution qui reçoit ne réagit pas, ça ne va rien donner. Et l'exemple typique où nous pensons que ce modèle peut être suivi,
c'est avec la police nationale. Police nationale. Police nationale. Avec, c'est pas une histoire d'hier seulement. Hein. Avec le directeur, M. Zongo, qui est parti, lorsque nous avons saisi sur les nombreuses plaintes qui viennent sur les pratiques de raquettes autour des légalisations, on a mis ensemble, on a réfléchi, on a mis ensemble un mécanisme qui ressemble à un guichet unique. Vous voyez, aujourd'hui, si vous partez pour faire une légalisation, c'est devant tout le monde. On fait, lui il légal, lui il suit, ainsi de suite. Et quand ça arrive au bout de la chaîne, vous savez qu'on peut vous dire de venir à 16h prendre votre pièce. C'est parce qu'il y a eu la synergie d'action entre les acteurs. C'est ça qui a permis que cette pratique-là puisse donner des résultats. Nous avons mis en place aussi des mécanismes de contrôle citoyen. Parce que l'administration peut être de très bonne foi, mais il y a des choses qu'entre eux, ils peuvent ne pas voir. Parce que c'est entre eux. Mais s'il y a l'œil de l'usager, de celui qui vient demander le service, ça peut révéler autre chose. Et c'est ça qui nous a conduit à mettre en place les comités de contrôle citoyen des prestations des services. On a fait ça dans la santé et on a fait ça dans l'éducation. Et sur 25 localités. Et lorsque ça a été fait, il a d'abord fallu que les administrations collaborent, puisqu'on veut mettre en place un comité de suivi citoyen où l'administration désigne ses représentants, la société civile de la localité désigne ses représentants, le syndicat de la maison désigne ses représentants. Vous voyez que ça va au-delà des CAC du ministère, parce qu'il y a eu une intervention d'un œil extérieur qui permet de révéler certaines choses. Parce que si dans le CAC, il n'y a pas l'œil extérieur, dans les CSCPS, dans les CSCT, nous avons prévu que la société civile, les syndicats, envoient des représentants, et le RENLAC, bien sûr aussi, parce qu'en ce moment-là, ces genres de structures-là, nous sommes entièrement responsables de la coordination du travail de ces CSCPS-là, parce que quand l'administration envoie ses représentants, quand nous on envoie un représentant, quand les syndicats envoient, c'est cette structure-là qui se réunit et qui désigne sa direction, qui peut ne pas être, qui très souvent d'ailleurs n'est ni le RENLAC, ni le représentant de l'administration. C'est souvent les représentants de la société civile, mais ça peut être aussi une association de jeunes ou une association de femmes. Lorsque nous avons mis sur pied le CSCPS au serment de Pissi, oui. Nous avons vu les résultats à la fin. C'était plutôt bien. Ah oui. On a mis en place des boîtes à idées, on a mis en place des télévisions qui lancent des messages en boucle. Quand vous arrivez à la maternité, qui vous dit « Ah, ne payez rien ici, repartez à la caisse ». Ça veut dire que un usager même qui arrive, il n'est au courant de rien, il entend une voix qui lui dit « Ne payez rien ici ». Il faut aller à la caisse. C'est interpellateur. En tout cas, le bilan que nous avons fait au bout de 3 ans, bon, peut-être que dans quelques années encore, on pourra refaire un bilan. Les responsables du serment nous ont dit que ce que nous avons fait, nous ne pouvons pas mesurer l'effet que ça a eu pour eux. Parce qu'il y a des pratiques qui se menaient là-bas et ils ne pouvaient pas penser que ces pratiques-là pouvaient cesser. Mais avec le CSCPS, ces pratiques-là ont cessé. Dans certaines mairies comme à Djebougou, Dano, on a vu aussi pour les CSCT les résultats que ça donnait. Donc, moi, je peux donner ces exemples de structures-là qui peuvent marcher. Comme un exemple de bonne pratique. Lorsque nous produisons, par exemple, un rapport et qu'il y a des recommandations, il y a des
des services qui nous appellent. Oui, on a parfois vu par le passé la DGTTM, la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes. Le CCVA. Le CCVA aussi. La Carrefour. La Carrefour aussi. Oui. Tant mieux. Il y a eu la SONAGES. Chaque fois que les acteurs travaillent en synergie autour du mécanisme qui peut être initié par un des acteurs, pour nous, c'est une bonne pratique. C'est ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. Et j'avais déjà donné l'exemple de la collaboration avec l'ASE-LC, surtout dans les domaines des collectivités où ça donnait des résultats. Mais d'une façon générale, lorsque l'administration accepte de collaborer, soit avec un autre service de l'administration, soit avec une structure de la société civile pour le contrôle de ce service-là, ça donne de très bons résultats. Mais si l'administration est fermée, dit « Ah, mais qu'est-ce que ces gars, ces usagers on n'a pas à collaborer avec la société civile. Ils ont à se mêler de ce que nous on fait ici. » Bon, en ce moment-là, ça met du baume au cœur des corrompus et des corrupteurs parce que ce refus de collaboration-là les arrange. Les corrupteurs, les corrompus ne veulent pas la synergie d'action entre les acteurs de la lutte anticorruption. Vraiment, Dao, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez vues par-ci, par-là, ou même à votre niveau, qui peuvent être dupliquées? Les bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées sont entre autres. Oui. Alors, la fixation des délais de traitement des dossiers. Au niveau du ministère de l'économie et des finances et de la prospective, ça c'est un fait, ça c'est un acquis. Nous avons un délai de traitement des dossiers. Voilà. Ensuite, il y a également l'institution des guichets de renseignement qui permettent aux usagers de se renseigner sur l'évolution de telle ou telle chose. Il y a également l'affichage des tarifications des prestations de services. Ça, c'est de bonnes pratiques. Pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas dire que c'est tel montant qu'il faut payer. Si l'usager sait lui-même que c'est déjà 1000 francs, c'est 1000 francs qu'il doit payer et non 2000 ou bien 3000. Ça, c'est des bonnes pratiques à encourager. Il y a également les processus de dématérialisation des actes et des procédures de l'administration. Ça, c'est des bonnes pratiques également à encourager. Il y a également la digitalisation des paiements. Parce qu'on veut vraiment assécher, comment dirais-je, les cash, les numéraires. Ce n'est pas prudent. Nous sommes dans un monde où vraiment se promener avec de l'argent liquide, ça devient problème de sécurité. Donc, le fait de pouvoir échanger, de faire des transactions par la procédure digitale, ça c'est déjà des acquis et qui sont des choses à encourager. En dehors de ça, il faut également renforcer les contrôles hiérarchiques. Il faut que les directeurs généraux, les chefs de service sachent où sont ces éléments, où sont les agents. Qu'ils sachent où sont ces agents. Ah oui, parce que bon, on parle souvent d'absentéisme. Oui. S'il y a un contrôle hiérarchique, ça ne peut pas se passer. Chacun sera mis devant le fait accompli. Il ne faut pas mettre les gens devant le fait accompli. Il faut être là et faire le travail qu'on vous demande de 7h30 à 12h30, etc., etc. S'il y a un contrôle hiérarchique, il y a certaines structures qui ont un contrôle hiérarchique parfait. Les supérieurs hiérarchiques se renseignent sur la position de chaque élément. Ça, c'est des bonnes pratiques, en tout cas, à encourager. Voilà. Donc, en gros, ça fait déjà beaucoup, hein? Ça fait déjà beaucoup. Le renforcement également de l'audit et du contrôle. Il faut pouvoir contrôler et auditer les structures périodiquement. Il y a des structures qui le font et ça marche très bien. Ah oui. Parce que lorsqu'on sait qu'il y a le contrôle qui va venir, c'est un peu dissuasif, comme on le dit. Et nous, présentement, nous sommes en train de tendre vers l'audit. L'audit, en fait, c'est pour un appui conseil.
pour prévenir. Des services de l'État. Voilà. On vient en appui conseil, on contrôle, c'est un audit, mais on vous dit tel point n'est pas bon, tel point est à améliorer, tel autre est à promouvoir parce que vous avez bien fait. Et dans ce cadre-là, nous avons élaboré une grille d'évaluation des dispositifs de contrôle interne de l'administration publique qui sera bientôt adoptée. Et sur cette base-là, on pourra faire l'évaluation des dispositifs de contrôle interne au sein des structures de l'État. Sylvie Ramdé, quelles bonnes pratiques vous avez déjà vues ou dont vous avez déjà entendu parler qu'on peut dupliquer? Bon, ce que d'abord, il faut dire que dans la lutte contre la corruption, au niveau de notre pays, quand on regarde un peu comment, depuis 2015, nous avons évolué, il y a une synergie entre les acteurs qu'il faut renforcer et continuer avec cette synergie. Parce que si vous prenez la lutte contre la corruption, c'est comme un lièvre que vous poursuivez. Si chacun sort et poursuit seul, bon, ce n'est pas la même chose que si tout le monde sort en même temps et on se donne la main, on poursuit. Vous allez atteindre les résultats. L'exemple, c'est avec le monde judiciaire, par exemple. Par le passé, on se rejetait entre la SE et LC. On se rejetait la balle. Voilà. Ils disent que nos rapports n'étaient pas exploitables et que, bon, nous disions en son temps qu'à leur niveau, ça traîne, ils ne font rien. À la limite, s'ils ne bloquaient pas les dossiers ou certains dossiers. Alors, après 2015, avec la collaboration que nous avons commencé à entretenir avec le monde judiciaire, et la nomination des officiers de police judiciaire à notre niveau, actuellement, ça marche. Lorsque les dossiers sont montés à notre niveau, c'est sous le regard du procureur. Ce pas des pratiques qui sont observées partout. C'est vraiment une bonne pratique qui permet d'accélérer le traitement des dossiers. Ça veut dire que lorsque nous avons un dossier au niveau de la SE-LC qui doit être une enquête qui doit être ouverte, c'est sous l'autorisation du procureur. Alors, et là, ça permet d'accélérer les choses. Donc, pour moi, la synergie des acteurs doit être, nous devons vraiment maintenir cela, l'encourager. Et si vous voyez, par exemple, le fait qu'ils nous transmettent des plaintes, voilà, nous sommes saisis au niveau de l'inspection générale des finances, nous sommes également saisis des dossiers, ce qui nous permet en tout cas d'ouvrir des enquêtes. Alors, sous le regard du procureur, ce sont de bonnes pratiques. Alors, qu'il faut vraiment encourager. Et cela, il faut l'étendre aux différents acteurs. Alors, aux différents acteurs, quand on parle de CAC, par exemple, le comité anticorruption, ce n'est pas seulement au niveau du ministère des Finances. Bon, voilà. C'est ailleurs également. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on encourage non seulement leur création dans les autres ministères, mais également qu'on puisse travailler en synergie pour combattre donc efficacement contre la corruption. Et également, ce que je peux dire, c'est ce que les citoyens font à notre niveau, comme ils nous saisissent, donc les plaintes, ce qui nous permet de mener les enquêtes administratives d'abord, ensuite judiciaires s'il le faut. Alors là, à ce niveau, il faut dire que c'est une saisine qui se fait de plus en plus au niveau de l'ASE-LC. Et ça nous permet
donner satisfaction, une suite donc aux différentes plaintes qui sont déposées à notre niveau. Et le fait que, bon, avec le RENLAC, nous travaillons au niveau de... il faut que les autres ministères également puissent emboîter le pas pour que cette bonne pratique-là puisse se pérenniser, que nous puissions mener les enquêtes au fur et à mesure et que la justice soit saisie lorsque cela nécessite. Et également, bon, par le passé, les dossiers qui étaient transmis au niveau du ministère de la Justice, l'aspect, j'allais dire, bon, il y a des infractions, il y a l'aspect pénal, oui. Mais la Cour des comptes, par exemple, peut juger un fait pour les fautes de gestion n'étaient pas systématiquement sanctionnées. C'est-à-dire on transmettait le tout au ministère de la Justice. Mais il y a des cas de faute de gestion qui relèvent de la Cour des comptes. Voilà, qui relèvent de la Cour des comptes. Ça, ce n'était pas perçu. Et actuellement, lorsque nous recevons les rapports, je tiens à souligner que, par exemple, eux, quand ils élaborent leur rapport, c'est systématiquement transmis. Il y a une copie qui est systématiquement transmise au niveau de l'ASELC. Il en est de même pour les autres ministères. Donc, les inspections techniques sont tenues de transmettre au niveau de l'ASELC les rapports. Nous faisons des analyses pour voir est-ce qu'il y a des cas d'infraction. S'il y a des cas d'infraction, ça veut dire qu'il faut ouvrir une enquête et là, le procureur est saisi. Alors, maintenant, il peut y avoir il y a des cas de faute de gestion. Pour les cas de faute de gestion, là, c'est la Cour des comptes qui est actuellement directement saisie pour juger les cas de faute de gestion. Donc, actuellement, c'est ce que nous avons installé comme pratique et ça marche. Que ce soit le même dossier, le même rapport peut révéler des aspects, des infractions sur le plan pénal, également des infractions qui relèvent donc des fautes de gestion. Et en ce moment, la Cour des comptes est saisie. Donc, c'est des aspects qui sont des bonnes pratiques qu'il faut encourager. Quand nous, au niveau de nos partenaires, quand nous exposons ces choses, vraiment, je pense que c'est des pratiques qui sont appréciées même par d'autres personnalités. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport aux bonnes pratiques que nous avons constaté qu'on peut encourager au niveau de... En matière de mécanismes et de dispositifs de prévention de la corruption dans l'administration publique et parapublique, que ce soit le ministère de la fonction publique ou le ministère des Finances, ils jouent des rôles de pivot et des rôles centraux dans la prévention. Le ministère de la fonction publique n'est pas là, mais le ministère des Finances est représenté par l'inspection générale des finances. Qu'est-ce qu'il faut recommander à l'ensemble des administrations, à l'État de façon générale, pour qu'il y ait davantage de prévention? Parce que ça donne à Kanabo l'a dit, le regretté Luc-Marie Zibriga a dit en matière de corruption, mieux vaut prévenir. Parce que quand on est passé à la phase pratique et que les pratiques corruptrices sont déjà faites, installées et constatées, c'est difficile de réparer. Qu'est-ce qu'il faut recommander à l'ensemble des administrations? À l'ensemble des administrations, ce qu'on peut retenir, recommander du moins, d'abord la volonté politique. Afficher. Il faut afficher la volonté politique, clairement affichée, pour lutter contre la corruption. Tolérance zéro à la corruption au sein de l'administration. Ensuite, il faut prôner l'exemple. Je vous coupe pas, mais c'est qu'en début d'année, le président a promis ça. Tout à fait. C'est ça. Vous avez noté le président Ibrahim Traoré. Tout à fait. Effectivement, le président l'a dit. Quand il a rencontré le personnel de la présidence, cette année, tolérance zéro. En tout cas, c'était en théorie ça les années passées. Non, mais cette année... C'est déjà bien. Le fait que l'autorité puisse affirmer ça, c'est déjà bien. Donc, la tolérance zéro, prenez l'exemplarité à tous les niveaux. Que ce soit les responsables. Il
faut que les premiers responsables donnent l'exemple. Tout à fait. Aux agents. Ensuite, il faut renforcer les capacités techniques et opérationnelles des corps de contrôle. Ça, les capacités techniques et opérationnelles des corps de contrôle. Il faut les doter en personnel, en ressources financières et en moyens matériels pour faire le travail. L'ASE est là, il pourra peut-être en dire plus. Il faut également, au niveau des postes stratégiques, c'est-à-dire recruter par appel à candidature. C'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut appeler par appel à candidature. Il faut également adopter, comme on l'a dit tout de suite, les codes d'éthique et de déontologie et les vulgariser. Dématérialiser également les procédures et les actes administratifs. Digitaliser les procédures de paiement. Il faut également sensibiliser les agents sur les comportements à fort risque de corruption et à proscrire. La sensibilisation doit être permanente. On ne doit pas se lasser de sensibiliser. Il faut chaque jour sensibiliser. Et comme on l'a dit, les simples gouttes à gouttes de l'eau finit par percer les rochers. Si on continue la sensibilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étendre les comités anticorruption à toutes les administrations publiques pour qu'on puisse avoir les mêmes résultats que nous avons eus au sein du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Voilà. En gros, c'est ce que je retiens pour l'administration. Sinon, j'ai autre chose pour les agents. Allez-y. Pour les agents. Allez-y, les agents. Pour les agents, ce qu'il faut d'abord le refus total de toute forme de corruption. Refuser les cadeaux. On n'a pas besoin de stimuler quelqu'un par un cadeau pour qu'il fasse son travail. Il est là. Il faut également qu'il dénonce. Tout agent doit pouvoir dénoncer les faits et actes de corruption aux structures de contrôle, à sa hiérarchie directe, etc., etc. Il faut également exercer ses fonctions dans le respect des procédures et de la dignité. Moi, j'ai été recruté pour exercer telle fonction. Est-ce que j'exerce la fonction conformément au texte réglementaire? J'ai parlé tantôt de l'absentéisme de certains qui ne viennent pas au service. Ça, c'est condamnable. Des retards des autres. Voilà, tout à fait. Il faut également, comme je dirais, satisfaire à l'obligation de déclaration d'intérêt. Il a dit tantôt, il vise les 100%. Cette année, en tout cas, c'est pas ça. M. Ramdé a dit qu'il veut 100%. Voilà. Oui. Le taux est faible. Les gens ne sont pas pressés pour aller, en tout cas, s'inscrire, en tout cas, faire la déclaration. Ça aussi, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et également, il y a un petit point, la déclaration d'existence de tout conflit d'intérêts. À qui on doit déclarer au supérieur hiérarchique. Au supérieur hiérarchique. Moi, par exemple, si je dois aller contrôler une structure où mon épouse est directrice là-bas, mais il faut que je dise à mon supérieur hiérarchique, attention, c'est mon épouse qui est directrice générale là-bas. Parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Même si, en tant qu'inspecteur des finances, en tout cas, j'ai l'obligation d'être objectif dans mes... On n'a vu pas si loin que ça, un DG qui a attribué un marché à son épouse. Voilà. Et puis, finalement, c'est la presse qui s'en est saisie. Voilà. Et je crois qu'il y a eu sanction. Voilà. Et après. Alors, je n'ai pas terminé. Aux usagers, c'est de refuser et de dénoncer les actes de corruption. Refuser les actes de corruption et dénoncer les actes de corruption. Et respecter les délais fixés aussi pour la délivrance des actes et des prestations. Si on vous dit c'est 1 mois, respectez 1 mois. Attendez 1 mois. 1 mois. Ne dites pas que je veux ça la semaine prochaine. C'est comme si vous tentez de corrompre et cultiver de plus en plus de civisme au quotidien. De civisme. Il faut savoir ses droits et ses devoirs. Et à la société civile, les règles là, renforcer la veille citoyenne, rester toujours sur la veille citoyenne et poursuivre le renforcement de la sensibilisation
au profit des usagers et de la population en général. Voilà quelques recommandations qui s'adressent à pratiquement tous les corps de la société, tout à fait. À l'ensemble des composants de la l'administration, société. les usagers, Oui. l'agent, et puis la société civile. Oui. Voilà. Si vous voulez ramener au niveau de la SELC, qu'est-ce que vous recommandez pour qu'il y ait davantage de prévention de la corruption dans l'administration? Alors, il faut dire que nous avons élaboré avec l'ensemble des acteurs la stratégie nationale de prévention de la corruption avec son plan d'action qui attend donc d'être adopté. Et à ce niveau, ce que nous recommandons, c'est que au niveau de toutes les administrations, puisque ça a été fait de façon participative, donc au niveau régional, au niveau central, dans tous les ministères, il faut que les gouvernants, les responsables, à tous les échelons puissent s'approprier de cet outil et mettre en œuvre, parce qu'il y a des actions qui sont que nous avons identifiées, qui ressortent dans la stratégie, et il y a des personnes qui sont responsables de leur mise en œuvre. Donc, ça veut dire qu'à tous les niveaux, chacun a une action donc à exécuter pour dans le but donc de combattre la corruption. Alors donc c'est un outil que nous avons que à tous les niveaux nous devons nous approprier. Alors ce que je pouvais également recommander, c'est quand on regarde un peu dans les administrations, comme nous l'avons constaté, pour un dossier, il doit avoir un délai de traitement. Et cela de sorte que nous puissions, quand vous avez affaire à telle administration, vous savez que le dossier là, c'est en 2 heures, ou bien c'est dans la journée, ou bien c'est en 3 jours que vous avez donc vous pouvez avoir satisfaction. Et comme la bonne pratique que nous avons constatée au niveau des commissariats, oui, de police. Il va falloir que à tous les niveaux, que les responsables des administrations acceptent. Parce que quand vous travaillez dans l'administration, si vous êtes seulement sur vos dossiers, vous n'avez pas le temps de lever les yeux pour voir vos tares, vos erreurs, alors que l'usager, vous êtes là, vous avez été recruté, c'est pour servir. Pour servir. Il faut donner satisfaction à l'usager. S'il n'est pas satisfait, vous n'avez pas votre raison d'être. Donc c'est aux responsables à tous les niveaux d'accepter, s'ouvrir, aux critiques et à la mise en place de ces outils, les délais, accepter que on puisse, les suggestions qui sont faites, que vous puissiez les mettre en œuvre, pour améliorer les prestations à tous les niveaux. Et là, ça a raffermi la confiance entre les usagers et l'administration de façon générale. Alors, là également, ce que je pourrais recommander à notre niveau, vous avez les corps de contrôle. Actuellement, comme il l'a souligné, il y a des réformes qui ont été que nous avons faites au niveau des corps de contrôle. C'est suite à des études que nous avons abouti donc à une réforme, et il y a des textes qui attendent d'être adoptés. Donc, pour que nos corps de contrôle puissent être dynamiques, viables, pour qu'ils puissent jouer leur rôle au niveau de l'administration, il va falloir que ces corps de contrôle puissent, les réformes que nous avons proposées
les textes puissent être adoptés, parce que actuellement vous avez les statuts du personnel des corps de contrôle qui n'a pas été adopté. Et on n'a pas un statut qui leur permet de les former, une carrière également. C'est en voie. Voilà, c'est en voie, mais ça traîne. Donc, en tout cas, nous recommandons que l'administration, vraiment, ces textes-là puissent être adoptés pour nous permettre parce que ça va renforcer d'être plus efficace. Oui. Parce que quand vous prenez les inspections actuellement où il y a des difficultés, c'est à ce niveau qu'il y a des difficultés. Alors, il y a, s'ils sont formés, il y a des audits que la SELC n'aura pas besoin de faire. Voilà. Parce qu'il y aura un travail de proximité en matière de plainte et dénonciation. Le travail va être facilité et c'est des inspections qui sont considérées comme des garages. Voilà, ça va trouver une solution dans la réforme. Donc vraiment ça c'est vraiment notre cri de cœur au niveau des corps de contrôle. Oui. Alors vraiment ça va nous permettre d'améliorer les choses. Parce qu'actuellement il y a des difficultés, voilà, sur ce plan-là. Parce que par le passé, les corps de contrôle ne bénéficiaient pas d'une très grande attention, tout au moins n'avaient pas l'attention qui leur sont accordées aujourd'hui. Et on imagine que ça devrait s'améliorer au fur et à mesure pour que la lutte anticorruption soit renforcée, autant dans l'administration publique que dans la société civile. On est pratiquement en fin d'émission, Sahadouna Kanabo. Quelles recommandations on peut faire aux administrations et à l'État de façon générale pour prévenir davantage les faits et actes de corruption? Vraiment, au risque de faire de la répétition, vous avez entendu déjà beaucoup de recommandations la répétition intéressantes. est pédagogique, Oui. il y a des choses qu'il faut répéter. M. Daou a parlé de l'exemplarité. L'exemplarité de la tête, du sommet, les chefs de service, les directeurs, les ministres, les députés, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont en charge la gouvernance, doivent faire preuve d'exemplarité. Parce que, on dit le poisson pourrit par la tête. Si ceux qui sont devant ne donnent pas le bon exemple, on ne peut pas demander à ceux qui sont à l'arrière de suivre quelque chose qui n'est pas donné. Donc, déjà, je souscris vraiment et je pense qu'il faut insister sur ça. L'exemplarité, la traçabilité de toutes les dépenses publiques. Parce que quand il parle de dématérialisation, c'est-à-dire aucune dépense publique ne doit être faite, j'allais dire, à la sauvette. Sinon même dans le noir, on doit pouvoir toujours, quelle que soit la durée dans le temps, retrouver la trace de la dépense. Ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut aussi promouvoir la mise en œuvre de notre dispositif. C'est-à-dire? Notre dispositif de lutte anticorruption n'est pas mis en œuvre à plein temps. Je veux parler par exemple du délit d'apparence. M. Ramdé vous a parlé de la déclaration d'intérêt de patrimoine. Ça y participe. Il faut mettre en œuvre. C'est bien d'avoir une jolie robe, mais il faut la porter. On a un bon dispositif, il faut le mettre en œuvre. Le délit d'apparence là, au risque d'être démenti, je ne sais pas même s'il a appliqué à 10%. Et puis ça, je pense... Alors qu'il est prévu dans la loi depuis 2015. Je pense que là même... Ça fait bientôt 10 ans. Là quand même, je pense même que je donne du bonus. Je suis très, très généreux. Et enfin, il faut que la sanction suive. Parce que quand je dis d'appliquer les dispositifs là, c'est pour ne pas faire de la complaisance. Quand la loi a prévu que si tu voles un œuf, on doit te faire telle sanction, il ne faut pas de la complaisance. Et ça encore,
c'est les dirigeants. Le pouvoir judiciaire, ils ont un rôle. Et leur rôle, c'est de réprimer. Et si tu as pour rôle de réprimer, eh bien, à moins de démissionner ou de ne pas aller dans ton rôle, il faut réprimer. Il faut réprimer. Quand quelqu'un commet une faute qui mérite et qu'on retire ses biens, il faut les lui retirer. Parce que c'est des biens qui sont mal acquis. Or, aujourd'hui, ce qui manque le plus au Burkina, c'est l'application des sanctions prévues. Et parfois même, on prend les décisions et en appel ou en quelque part, on trouve un moyen de revenir là-dessus. On l'a vu par le et passé. On encourage l'impunité. Le refus d'appliquer les sanctions est une prime à l'impunité qui est aussi une prime à la corruption et qui fait le lit à tous les autres mots qui s'en suivent. Voilà ce que je voulais dire pour ajouter, même si j'ai répété certaines choses. C'est une répétition pédagogique, oui, vous l'avez dit. Voilà. Merci infiniment, Sardou Nakanabo. Merci beaucoup. Secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, qui était sur le plateau de Faso Intégrité aujourd'hui pour parler de la corruption dans l'administration publique et parapublique, mécanisme de prévention. Il y avait aussi sur ce plateau Sibri Ramdé, chef du département des déclarations d'intérêt et de patrimoine à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, et puis Ouraïma Dao, chef du département des investigations et de la lutte contre la corruption à l'inspection générale des finances, à l'IGF. Nous avons été heureux de les recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Nous étions heureux d'être avec vous pendant pratiquement 2 heures dans Faso Intégrité, premier numéro de l'année 2024 en simultané sur Savannah TV et Savannah FM. Merci à vous tous d'être venus. Merci. Bon week-end à toutes et à tous. Merci. Et à une prochaine fois, parce que Sardou Nakanabo l'a dit, il faut réprimer. Nous allons probablement aborder ces sujets-là qui touchent à la répression de la corruption au Burkina Faso. Bon week-end à toutes et à tous. À bientôt sur Savannah TV et Savannah.